Le couteau trancha l'air avec un sifflement sourd, effleurant la joue de Théo avant de s'enfoncer dans le mur du salon bourgeois, où pendaient encore les portraits ancestraux au regard sévère. « Tu n'es plus mon fils. Sors d'ici. » Abomination, hurla son père, les veines du cou gonflées comme des cordes prêtes à rompre. Tandis que sa mère, figée dans son fauteuil Louis XV, étouffait un sanglot en serrant son chapelet comme un bouclier contre l'enfer. Théo, le cœur cognant comme un tambour de guerre, recula d'un pas, sentant le sang chaud couler le long de sa mâchoire. Mais ce n'était pas la douleur physique qui le terrassait, c'était le vide abyssal où avait vécu son secret pendant 23 ans. Maintenant exposé, nu et saignant sur le tapis persan. Paris. Cette ville des amours éternels et des cœurs brisés, s'étalait sous un ciel de plomb ce soir-là de novembre 2015. Quand Théo franchit le seuil de l'appartement familial rue de Rivoli pour la dernière fois. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin, indifférentes, comme si elles se moquaient de la tragédie qui se nouait dans ce cocon de faux-semblants. Il n'avait que son sac à dos, rempli de vêtements froissés et d'un roman de Proust qu'il n'achèverait jamais. Et le poids invisible de cette révélation, il aimait les hommes. Et pour cela, sa famille l'effaçait de la carte, comme un trait raturé sur un parchemin familial. Dehors, la pluie fine de l'automne parisien lavait les pavés. Et Théo marcha sans but, les larmes se mêlant à l'eau qui ruisselait sur son visage. Il se rappelait les dimanches figés dans la cathédrale Notre-Dame, où son père, un notaire austère aux moustaches impeccables, récitait les psaumes avec une ferveur qui masquait à peine son hypocrisie. Sa mère, Élise, une ancienne professeure de littérature effacée par les conventions, avait toujours su, au fond d'elle, mais préférait le silence à la tempête. Et son frère aîné, Antoine, l'héritier désigné, le regardait maintenant avec un mépris qui puait la jalousie refoulée. « Tu salis notre nom » avait craché Antoine, les poings serrés, comme si l'amour de Théo était une tache indélébile sur l'écusson familial. Théo erra jusqu'aux berges de la Seine, où les bouquinistes fermaient leurs boîtes vertes sous la bruine. Il s'assit sur un banc mouillé, fixant les eaux sombres qui charriaient les secrets de la ville. Comment en était-il arrivé là? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une soirée arrosée dans un bar du Marais. Ce quartier vibrant où les drapeaux arc-en-ciel flottaient comme des défis au monde hétéronormé. Là, au milieu de la fumée de cigarettes et des rires étouffés, il avait rencontré Jules. Jules, avec ses yeux verts perçants comme des lames d'absinthe, ses boucles brunes en désordre et ce sourire qui illuminait les recoins les plus sombres de l'âme. « Tu danses comme si le monde allait s'effondrer demain » avait dit Jules en s'approchant, sa voix un murmure chaud contre l'oreille de Théo. Ce soir-là, ils avaient dansé jusqu'à l'aube, leur corps se frôlant dans une valse interdite. Et Théo avait senti pour la première fois ce qu'était la liberté, un feu qui consumait les chaînes invisibles. Jules était un artiste, un peintre raté qui vivait de portraits commandés pour des bourgeois snobs, dans un atelier exigu du quartier latin. « Je peins les âmes, pas les masques » confiait-il souvent, son pinceau traçant des lignes fluides sur la toile, comme s'il effaçait les frontières entre le réel et le désir. Théo, étudiant en informatique à la Sorbonne, passait ses nuits à coder des algorithmes qui promettaient un avenir numérique radieux. Mais son cœur codait déjà l'équation impossible de son amour naissant. Leur première nuit ensemble fut un ouragan. Dans l'atelier de Jules, entouré de toiles inachevées représentant des amants enlacés sous des cieux parisiens, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre avec une urgence presque violente. Les lèvres de Jules sur sa peau, les mains de Théo explorant les courbes de ce corps qu'il avait tant rêvé. Et les murmures en français mêlés d'anglais car Jules, fils d'une américaine exilée, parsemait ces phrases de jurons new-yorkais qui faisaient rire Théo aux éclats. « T'es mon pari secret. » Mec, souffla Jules au creux de son cou. Et Théo,
Pour la première fois. Se sentit entier. Aimé non malgré lui. Mais pour ce qu'il était, un jeune homme gai. Fier. Vibrant. Mais le bonheur est un mirage fragile à Paris. Ville des passions éphémères. Théo rentra chez lui le lendemain. Le cœur gonflé d'une joie qu'il ne pouvait taire plus longtemps. Il choisit un dîner familial. Sous les lustres en cristal de l'appartement haussmannien. Pour avouer la vérité. Je suis gai. Et j'aime un homme nommé Jules. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang stagnant. Son père se leva d'un bond. Renversant son verre de Bordeaux. Et le couteau de la nappe, un geste impulsif. Théâtral. Typique de ces colères bourgeoises qui masquent la peur viscérale. Sors d'ici. Tu n'hériteras de rien. Tu n'es plus rien. Le silence qui suivit fut plus coupant que la lame. Théo trouva refuge chez Jules. Dans cet atelier qui puait la térébenthine et les rêves inachevés. Ils reviendront, murmura Jules en l'enlaçant. Mais Théo savait que non. Sa famille l'effaça, pas de coup de fil. Pas de lettre. Juste un courrier notarié informant qu'il était déshérité. Rayé des testaments comme un paragraphe fautif. Antoine. Son frère. Hérita de tout, l'appartement. L'étude notariale. Les vacances en Provence. Théo. Lui. N'avait plus que ses rêves et l'amour de Jules. Un amour qui grandissait comme une vigne sauvage sur les ruines d'un château. Les mois suivants furent un tourbillon de survie et de passion. Théo abandonna la Sorbonne pour un job de freelance en développement web. Codant des sites pour des startups du quartier de la Défense. Jules exposa ses toiles dans une galerie du Marais. Ou un collectionneur américain. Ému par un portrait de deux anonyme. Mais si évocateur lui acheta sa première œuvre majeure pour 5 000 €. C'est pour nous, dit Jules en brandissant le chèque. Et ils fêtèrent cela dans un bistrot enfumé. Buvant du vin rouge jusqu'à l'ivresse. Leur rire résonnant comme un hymne à la résilience. Pourtant. Les ombres planaient. Théo sentait le poids de l'exil familial comme une encre. Lors d'une promenade nocturne le long du canal Saint-Martin. Il confia à Jules, parfois. Je me demande si je vaux leur silence. Jules s'arrêta. Le prit par les épaules. Ses yeux verts flamboyants sous les réverbères. Tu vaux un empire, Théo. Et je te construirai un trône si tu veux. Ce fut ce soir-là que Théo conçut l'idée folle qui changerait tout, une application mobile. Un réseau social pour la communauté LGBTQ+ en Europe. Avec des fonctionnalités de géolocalisation sécurisée. De soutien psychologique et d'événements virtuels. Comme Grindr. Mais avec de l'âme, plaisanta-t-il. Mais Jules vit le génie dans ses yeux. Théo passa des nuits blanches à coder. Ses doigts volant sur le clavier d'un vieil ordinateur portable. Tandis que Jules peignait à ses côtés. Traçant des portraits inspirés de leur amour, Théo nu sous la lune. Vulnérable et magnifique. L'app s'appela Arc-en-ciel connecté. Un clin d'œil ironique à la tour Eiffel arc-en-ciel lors des Pride. Le lancement fut modeste. Promu sur les forums gays de Paris. Mais le bouche à oreille fit des miracles. En 6 mois. Elle comptait 50 000 utilisateurs. Et un investisseur de la Silicon Valley, un Français expatrié nommé Laurent, en flaira le potentiel. C'est Uber pour les cœurs brisés, rit-il lors d'une visio depuis San Francisco. L'argent afflua comme la Seine en crue. Théo leva des fonds. Embaucha une petite équipe dans un coworking du 11e arrondissement. Et l'app explosa, partenariat avec des associations. Pub dans Le Monde. Même une mention dans Télérama comme l'outil révolutionnaire de l'amour queer français. À 25 ans. Théo était millionnaire en dollars, pas en euros. Car Laurent insista sur le marché américain. 5 millions. Pour être précis. Issu d'une acquisition partielle par une grosse tech de New York. C'est ton triomphe.
Mon amour, murmura Jules en l'embrassant sur le balcon de leur nouveau loft à Belleville. Avec vue sur les toits de Paris scintillant comme des promesses tenues. Mais le triomphe porte en lui les germes de la vengeance. Théo n'oubliait pas. Un soir d'été 2018. Alors que la canicule enveloppait la ville d'un voile de sueur et de regret. Il reçut une lettre. Pas du notaire. Cette fois. Mais manuscrite. De sa mère. Ton père est malade. Cancer. Reviens. Pour l'héritage. Les mots étaient froids. Calculateur. Comme si l'amour filial était une monnaie d'échange. Élise. Veuve récente, son père avait succombé en silence. Emportant ses haines dans la tombe, supplié pour une réconciliation factice. Antoine. Ruiné par de mauvaises affaires, avait hypothéqué l'appartement familial, ils étaient au bord de la faillite. Leurs dettes comme des chaînes autour de leur cou bourgeois. Théo relut la lettre 10 fois. Le papier tremblant dans sa main. Jules, assis en tailleur sur le lit, le regarda avec compassion. Ne les laisse pas te ronger. Théo. Tu as gagné ta liberté. Mais Théo secoua la tête. Je vais leur offrir la mienne. Ou ce qu'il en reste. Il décida de les confronter. Non par haine pure, mais par un mélange complexe d'amour blessé et de justice poétique. Il envoya un chèque de 5 millions de dollars, une somme qui les sauverait. Mais avec une condition, qu'ils assistent à une soirée qu'il organiserait. Une pride privée dans l'appartement familial même. Où il révélerait publiquement son succès. Et où ils verraient, de leurs yeux homophobes, la beauté de ce qu'ils avaient rejeté. La préparation fut un ballet de tension. Théo loua des traiteurs pour un buffet arc-en-ciel. Invita des amis de l'app, des drag queens hilarantes. Des activistes passionnés. Des couples comme lui et Jules. Rayonnant d'amour authentique. Antoine accepta l'invitation par email sec. Élise par un appel larmoyant où elle jura s'être repentie. C'est pour la famille, dit-elle. Mais Théo entendit le mensonge sous la voix brisée. Le soir venu. L'appartement rue de Rivoli, jadis sanctuaire de la respectabilité, se transforma en un vortex de couleurs et de musique. Des ballons roses et bleus flottaient au plafond. Des vinyles de Dalida et de Queen tournaient sur la platine. Et les invités, une centaine, triés sur le volet, riaient, dansaient, s'embrassaient sans pudeur. Théo, en chemise blanche immaculée, cheveux gominés comme un jeune Cary Grant, se tenait au centre du salon. Jules à son bras. Sa main chaude comme un ancrage. Élise arriva la première. Pâle comme un fantôme. Son tailleur Chanel froissé par l'angoisse. Antoine suivit. Raide dans son costume gris. Les yeux fuyants. Bienvenue dans mon monde, lança Théo d'une voix claire. Amplifié par un micro improvisé. Il raconta tout, l'effacement. La lame contre sa joue. Les nuits solitaires codées de désespoir. Les invités retinrent leur souffle. Puis applaudirent. Un tonnerre d'empathie. Puis, le clou, il tendit le chèque. Énorme. Encadré comme une œuvre d'art. 5 millions de dollars. Pour vous sauver. Mais regardez autour de vous. C'est ce que vous avez rejeté qui m'a sauvé. Élise s'effondra en larmes. Non de joie, mais de honte viscérale. Serrant Théo dans ses bras pour la première fois depuis des années. Antoine. Blême. Balbutia des excuses maladroites. Son orgueil se fissurant comme un vase porcelané. Le climax surgit quand un invité, un journaliste de Libération, filma la scène pour un article, le coming out financier d'un fils effacé. La famille avala sa défaite en direct, Élise. Brisée. Murmura pardonne-moi.
Mon fils? Et pour la première fois. Théo vit dans ses yeux non la pitié, mais l'amour vrai. Tardif. Antoine. Forcé de danser avec un partenaire trans. Rougi jusqu'aux oreilles. Mais un sourire forcé trahit une fissure dans son armure. Théo et Jules. Enlacés au milieu de la piste, dansèrent un slow langoureux. Leur corps se mouvant au rythme d'un violon tzigane qui pleurait la joie. Pourtant, la nuit ne fut pas sans heurts. Antoine, ivre de vin et de rancune, coinça Théo dans la cuisine. Tu nous achètes avec ton argent sale. Ton vice. Les mots étaient un venin familier. Mais Théo, calme comme la Seine endormie, répondit, non. Frère. Je vous offre une chance de renaître. Prends-la. Ou noie-toi dans tes préjugés. Antoine frappa le comptoir. Mais ses poings restèrent fermés, la défaite était trop amère pour la violence. À l'aube, quand les invités partirent, laissant derrière eux des confettis arc-en-ciel et des cœurs apaisés, Théo et sa famille s'assirent autour de la table de la salle à manger. Pour la première fois sans armes. Élise parla de ses propres secrets et une jeunesse bisexuelle étouffée par le mariage arrangé. Antoine avoua sa jalousie. Son mariage raté. Sa peur de l'inconnu. Théo écouta. Le cœur serré. Et offrit non seulement l'argent, mais un pardon fragile. Comme une toile de Jules, inachevée. Mais belle dans son imperfection. Jules, fidèle ombre, serra la main de Théo sous la table. C'est la fin d'un chapitre, murmura-t-il. Et Théo, regardant par la fenêtre les premiers rayons sur les toits de Paris, sut que c'était vrai. Sa famille ne l'effacerait plus, il les avait réécrits. Avec de l'encre indélébile faite d'amour et de triomphe. La ville s'éveillait. Indifférente aux drames humains. Mais pour Théo, c'était un nouveau jour, un où l'amour gay n'était plus un crime, mais une fortune inestimable. Les jours suivant la soirée furent un kaléidoscope d'émotions contradictoires. Comme si Paris elle-même, avec ses avenues larges et ses ruelles étroites, reflétait le chaos intérieur de Théo. Le loft de Belleville, autrefois un havre de paix bohème, vibrait maintenant d'un bourdonnement incessant, appel de journalistes avides de scoop sur le fils prodigue queer qui rachète sa famille. Invitation à des talk-shows sur France Inter. Et même une proposition d'adaptation cinématographique par un réalisateur du Festival de Cannes. Théo, assis sur le canapé usé, un café fumant entre les mains, fixait son téléphone comme s'il était une grenade dégoupillée. C'est trop, confia-t-il à Jules, qui mélangeait des pigments sur une palette tachée. Son torse nu luisant sous la lumière tamisée de l'atelier adjacent. Jules posa son pinceau, s'approcha et s'agenouilla devant lui. Prenant ses mains dans les siennes, ses mains calleuses d'artiste qui avaient tracé tant de caresses sur sa peau. Trop? C'est juste? Théo. Tu as reconquis ton histoire. Laisse le monde la célébrer. Ses lèvres effleurèrent les jointures de Théo. Un baiser doux qui dissipa un peu le brouillard. Jules avait toujours eu ce don, transformer la laideur en beauté. La douleur en œuvre d'art. Depuis leur rencontre, il avait peint une série de toiles intitulées L'Effacé. Des portraits abstraits de silhouettes gommées par des couches de blanc, symbolisant les invisibles de la société. L'une d'elles, inspirée de Théo, s'était vendue aux enchères chez Drouot pour 20 000 €. Un record pour un inconnu. Mais au-delà du tumulte médiatique, c'était la famille qui hantait Théo. Élise l'appelait quotidiennement. Sa voix au téléphone un mélange de supplications et de souvenirs enfouis. Viens dîner. Mon chéri. Juste nous trois. Antoine prépare son rôti comme papa l'aimait. Théo acceptait. À contre-cœur.
Et ses repas dans l'appartement rue de Rivoli étaient des mines de chant émotionnelles. La première fois. Antoine avait à peine touché à son assiette. Ses yeux rivés sur le chèque encadré au mur, ce $5 qui trônait comme un trophée de guerre. C'est généreux, marmonna-t-il enfin. La gorge nouée. Mais. Comment as-tu fait? En étant toi. Théorie. Un rire amer teinté de triomphe. En étant moi. Oui. Et en aimant Jules. L'app que j'ai créée connecte des milliers comme nous. Des gens que vous auriez effacés sans un regard. Élise. Les yeux rougis. Posa sa fourchette. J'ai prié pour toi. Théo. Chaque nuit. Pas pour te changer. Mais pour que Dieu te protège de nous. Ces mots, si simples, fissurèrent quelque chose en lui. Pour la première fois. Il vit sa mère non comme une complice passive, mais comme une prisonnière de son époque. Une femme des années 70 piégée dans les filets du catholicisme rigide et des conventions sociales. Antoine. Lui. Luttait plus âprement. À 30 ans. Divorcé d'une épouse qu'il avait quittée pour manque de passion. Il gérait l'étude notariale familiale avec une incompétence croissante. Les dettes s'accumulaient, prêts pour des investissements foireux en immobilier provençal. Factures impayées pour l'entretien de la vieille Peugeot familiale. Le chèque de Théo était une bouée. Mais elle portait l'odeur de l'humiliation. Lors d'un de ses dîners. Il craqua, tu parles d'amour? Le tien est une farce. Regarde-toi. Avec ton Jules. Vous vivez dans le péché. Et moi. Je ramasse les miettes de ton succès illégitime. Les mots explosèrent comme une grenade dans le silence du salon. Et Élise étouffa un cri. Théo se leva lentement. Le sang battant à ses tempes. Mais Jules, au présent pour la première fois à ses retrouvailles forcées, intervint avec une calme férocité. Illégitime? C'est ton hétérocentrisme qui est une blague. Antoine. Théo a bâti un empire sur l'authenticité. Toi. Tu vends des illusions juridiques pour masquer tes échecs. Antoine rougit. Poing serré. Mais Élise posa une main sur son bras. Assez. Nous sommes en train de nous détruire à nouveau. Ce soir-là. Théo partit tôt. Traînant Jules dans les rues nocturnes de Paris. Où les néons des sex-shops du Marais clignotaient comme des invitations au vice ou à la libération. Leur amour. Loin d'être ébranlé. S'approfondit dans l'adversité. Ils passèrent une semaine à Deauville. Fuyant la capitale pour les falaises battues par les vagues de la Manche. Dans une chambre d'hôtel art déco face à la mer. Ils firent l'amour avec une tendresse renouvelée. Leurs corps entrelacés comme des vagues se brisant sur le rivage. Tu es mon encre, murmura Théo contre la poitrine de Jules. Sentant le cœur de l'autre battre en rythme avec le sien. Jules. Espiègle. Répondit en français teinté d'accent américain, et toi? Mon ouragan. Ensemble. On balait tout. Ils marchèrent sur la plage. Main dans la main. Indifférents au regard curieux des promeneurs, un acte de rébellion douce. Un rappel que leur amour n'était pas une anomalie. Mais une évidence. De retour à Paris. Le drame familial atteignit son paroxysme. Théo apprit par un avocat que Antoine avait tenté de contester le chèque, une clause obscure dans l'Ancien Testament de leur père. Arguant que l'héritier immoral ne pouvait bénéficier de la fortune familiale. C'était la trahison ultime, non content d'accepter l'argent. Antoine voulait le souiller. Le rendre caduc pour apaiser son ego blessé. Il nous vend à ses propres démons, ragea Théo en lisant les papiers. Jetés sur la table de l'atelier comme des feuilles mortes. Jules, peignant furieusement une toile rouge sang, posa son pinceau. Confronte-le. Pas avec de l'argent. Cette fois.
Avec la vérité. La confrontation eut lieu dans l'étude notariale. Un bureau caverneux aux étagères remplis de dossiers jaunis, où l'odeur de papier ancien se mêlait à celle de la défaite. Antoine, assis derrière le bureau massif de leur père, feignit la surprise quand Théo entra. Jules sur ses talons comme un garde du corps silencieux. « Frère, qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» demanda Théo, brandissant les documents. Antoine blêmit. Mais contre-attaqua, c'est pour protéger l'héritage. Ton mode de vie nous discrédite. Les clients parlent déjà. Théo s'approcha, posant les mains à plat sur le bois ciré. Protéger ? Tu protèges ton orgueil. Antoine. Maman souffre en silence. Papa est mort avec sa haine. Et toi ? Tu perpétues le cycle. J'aurais pu te laisser couler. Mais je t'offre une porte de sortie. Prends-la. Ou perds tout. Les mots planaient. Lourds comme un verdict. Antoine. Les épaules voûtées. Murmura enfin, j'ai peur. Théo. Peur de ce que tu représentes. La liberté que je n'ai pas. C'était un aveu. Fragile comme une toile d'araignée. Mais réel. Ils parlèrent des heures ou des souvenirs d'enfance volés. Des jalousies fratricides. Des pères absents émotionnellement. Quand Théo partit, Antoine serra sa main. Un geste maladroit mais sincère. Garde l'argent. Et merci. Ce soir-là, Théo et Jules célébrèrent non avec du champagne, mais avec une bouteille de Calvados normand. Assis sur le toit du loft. Les étoiles de Paris comme témoins. La vengeance n'est pas douce, confia Théo, la tête sur l'épaule de Jules. Mais la rédemption. Elle a un goût de sel et de miel. Jules l'embrassa. Longuement. Et ils firent l'amour sous le ciel ouvert. Leurs gémissements se perdant dans le vent d'automne qui balayait la ville. Pourtant, le vrai test vint des ombres extérieures. L'article de Libération parut. Titré « L'héritage queer, un fils rachète sa famille homophobe ». Et les réactions fusèrent comme des flèches. Des trolls en ligne hurlaient et PD riches qui achètent le pardon. Tandis que des associations LGBTQ+ saluaient Théo comme un héros. Une nuit. Des graffitis homophobes apparurent sur la façade de l'étude notariale Famille maudite, forçant Antoine à engager une sécurité. Élise. Terrifiée. Appela Théo en pleurs, ils nous haïssent tous les deux maintenant. À cause de toi. Non. À cause de nous. Théo vola à son secours, l'emmenant dans un café anonyme près de la place des Vosges, où ils parlèrent pour la première fois de son grand-père. Un résistant de la Seconde Guerre qui avait caché des Juifs, mais condamné son propre frère pour déviance sexuelle. Nous sommes des survivants défaillants, dit Élise, les larmes coulant sur ses joues poudrées. Théo la serra contre lui, sentant pour la première fois le corps frêle de celle qu'il avait portée. Non. Maman. Nous apprenons à revivre. De ce moment naquit une alliance fragile, Élise s'engagea à donner des conférences anonymes sur l'homophobie familiale pour une association. Sa voix tremblante devenant un témoignage poignant. Jules, quant à lui, trouva dans ce chaos une muse fertile. Il peignit la défaite avalée. Une toile monumentale où des figures familiales inspirées d'Antoine et Élise avalaient un chèque arc-en-ciel. Leurs visages tordus entre dégoût et extase. Exposée à la FIAC. Elle fit scandale et se vendit à un collectionneur de Berlin pour 100 000 €. C'est notre histoire, dit Jules à Théo lors du vernissage. Entouré de critiques snobs sirotant du Chablis. Transformé en art immortel. Mais l'amour, ce feu dévorant, exigeait son tribut. Théo, submergé par les affaires l'app arc-en-ciel connecté, lançait une version US. Avec des bureaux à Brooklyn.
négligea Jules. Les nuits solitaires s'accumulaient. Jules peignant seul tandis que Théo chaînait les meetings virtuels avec Laurent. Une dispute éclata un soir pluvieux, tu me laisses derrière. Théo. Ton empire nous sépare, hurla Jules, jetant une toile inachevée par terre. Théo, épuisé, répliqua, c'est pour nous. Pour un avenir sans chaîne familiale. Les mots blessèrent. Et Jules partit, claquant la porte. Errant dans les bars du Marais jusqu'au petit matin. Théo passa la nuit à veiller. Le cœur en lambeaux, réalisant que la vraie trahison n'était pas celle d'Antoine, mais sa propre, envers l'homme qui l'avait sauvé. À l'aube, il le trouva endormi sur un banc du jardin des Tuileries. Trempé et vulnérable. « Pardonne-moi, murmura Théo en le réveillant d'un baiser. Ils rentrèrent enlacés. Et cette fois, leur réconciliation fut un feu lent. Des heures de confession chuchotées. De caresses qui réparaient les fissures. Nous sommes plus forts que les tempêtes, promit Jules. Et Théo, pour la première fois, y crut pleinement. L'hiver 2018 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la Seine en un ruban argenté et les boulevards en patinoire glissante pour les âmes égarées. Théo et Jules, réconciliés dans la forge de leur dispute, émergèrent plus unis, comme deux arbres entrelacés défiant le vent. L'app arc-en-ciel connectée prospérait, atteignant 1 million d'utilisateurs en Europe. Avec des fonctionnalités innovantes, des chatbots IA pour le soutien mental. Inspirés des nuits où Théo avait codé pour exorciser sa douleur. Et des événements virtuels pendant les confinements naissant à un présage des tempêtes à venir. Théo voyagea à New York pour rencontrer Laurent. Dormant dans des hôtels impersonnels de Midtown. Mais appelant Jules chaque soir. Sa voix un fil tendu à travers l'Atlantique. De l'autre côté de l'océan, la famille se recomposait laborieusement. Élise, libérée par le chèque salvateur, paya les dettes et rénova l'appartement. Troquant les portraits austères pour des photos de famille, y compris une de Théo enfant. Souriant sur une plage de Cabourg. Elle rejoignit un groupe de mères d'enfants LGBTQ+. Partageant son histoire dans des cercles discrets de cafés parisiens. Sa voix gagnant en force à mesure que les masques tombaient. J'ai perdu un fils pendant 7 ans, confiait-elle. Les yeux humides. Mais je le retrouve en apprenant à l'aimer tel qu'il est. Antoine. Plus réticent. Consulta un thérapeute, un homme ouvert d'esprit du 5e arrondissement et découvrit. Enfoui sous les couches de honte. Une bisexualité refoulée. Fruit d'une adolescence étouffée par les attentes paternelles. Je t'envie ? Théo, avoua-t-il lors d'un appel Zoom. Sa barbe naissante masquant un sourire timide. Ta franchise. J'aimerais en avoir autant. Ces évolutions touchaient Théo profondément. Mais il gardait une vigilance prudente. Comme un chat parisien guettant les ombres des toits. La trahison d'Antoine avec le testament contesté avait laissé une cicatrice. Un doute lancinant, l'amour familial pouvait-il vraiment se racheter ? Jules, pragmatique, le poussait à tester les eaux. Organise un Noël ensemble. Pas de chèque. Pas de conditions. Juste des cadeaux et des souvenirs. Théo accepta. Et ce fut ainsi que, pour la première fois depuis l'effacement, la famille se réunit sous les guirlandes scintillantes de l'appartement rue de Rivoli. Le sapin. Dressé par Élise avec un soin maniaque. Ployé sous les boules de verre et les guirlandes arc-en-ciel, un compromis subtil entre tradition et réconciliation. Théo arriva avec Jules, portant un panier de marrons chauds du marché de Noël des Champs-Élysées. Et Antoine les accueillit avec une accolade raide. Un pull est tricoté main par sa nouvelle petite amie. Une libraire lesbienne nommée Claire. Bienvenue. Frère, dit-il. Et le mot frère sonna vrai. Sans fiel. Le dîner fut un festin, dinde farcie aux truffes. Bûche de Noël au chocolat.
Et du vin de Bourgogne qui délia les langues. Élise raconta des anecdotes oubliées le jour où Théo, petit, avait dessiné un cœur autour d'une photo de 2 garçons de sa classe. Et même Antoine rit, admettant avoir volé les bonbons de son petit frère pour impressionner une fille. Mais sous la chaleur des rires, les courants souterrains bouillonnaient. Au dessert, Antoine prit Théo à part dans le bureau paternel. Les murs tapissés de livres Law and Order. J'ai annulé la contestation. Officiellement. Mais il y a autre chose. Il hésita, sortant d'un tiroir une lettre jaunie, cachetée d'un sceau familial. Papa a écrit ça avant de mourir. Pour toi. Il n'a jamais eu le courage de l'envoyer. Théo brisa le sceau d'une main tremblante. Les mots, tracés d'une écriture anguleuse, étaient un mea culpa tardif, mon fils. J'ai péché par peur. Ton amour n'est pas un péché. Mais le mien l'était. Pardonne un vieil homme brisé. Les larmes coulèrent, chaudes et libératrices. Et Théo serra Antoine dans ses bras. 2 hommes enfin égaux dans leur vulnérabilité. Jules, observant depuis le seuil, sourit en coin. Plus tard, dans la nuit enneigée, alors qu'il marchait vers le métro, il glissa, c'est humain. Théo. Pas parfait, mais vrai. Leur baiser, sous les flocons d'encens, fut un serment renouvelé. Leurs lèvres froides se réchauffant mutuellement comme un feu de cheminée. Pourtant, le destin, ce farceur parisien, réservait un coup bas. Au printemps 2019. Alors que l'AP fêtait son 2e anniversaire avec une Pride géante sur les quais de Seine, 10 000 personnes dansant au son de DJ Queer. Drapeaux flottant comme des voiles de liberté. Élise fut hospitalisée. Un AVC. Fulgurant. La laissant paralysée d'un côté. Sa parole hachée comme un poème de Rimbaud brisé. Théo accourut à l'hôpital Cochin. Le cœur serré dans un étau. Trouvant Antoine effondré dans le couloir aseptisé. C'est ma faute, balbutia son frère. J'ai stressé maman avec mes conneries financières. Avant le chèque, elle toussait déjà du sang. Théo entra dans la chambre, où Élise gisait pâle contre les oreillers blancs. Un tube nasal comme un serpent perfide. Elle le reconnut. Ses yeux s'illuminant faiblement. Et murmura d'une voix pâteuse, « Fils. Fier. De toi. » Ces mots, laborieux, étaient un baume sur les plaies anciennes. Pendant les semaines qui suivirent, Théo veilla à son chevet, lisant Proust à voix haute à la recherche du temps perdu. Ironiquement, car le temps semblait maintenant un luxe cruellement retrouvé. Jules apportait des bouquets de lavande de Provence, peignant des miniatures sur les murs de la chambre pour égayer l'austérité médicale. Antoine, transformé, géra les papiers avec une efficacité nouvelle, vendant des actifs familiaux pour payer les soins, et engagea même une kiné spécialisée. Dans cette épreuve, les liens se solidifièrent. Théo confia à Jules. Lors d'une pause dans le jardin de l'hôpital, je les ai haïs si longtemps. Mais maintenant, je les plains. Nous sommes tous des prisonniers libérés à moitié. Jules, serrant sa main, répondit, l'empathie est la vraie fortune. Pas les $5. Point. Et c'était vrai, l'argent avait sauvé le corps. Mais l'amour familial, romantique guérissait l'âme. L'été apporta un sursis, Élise progressa, marchant avec une canne, sa parole s'affinant comme un vin vieilli. Pour célébrer, Théo organisa une escapade en Normandie, louant une maison sur les falaises d'Étretat. La famille au complet et Élise. Antoine avec Claire. Théo et Jules aussi installa.
Les vagues rugissant en fond sonore comme une symphonie sauvage. Les jours furent un tissu de guérison, promenade sur les galets. Où Élise raconta ses amours de jeunesse une artiste peintre. Perdue à la guerre d'Algérie. Pique-nique avec du cidre pétillant. Et des soirées autour d'un feu de camp où Antoine. Éméché. Avoua son premier baiser avec un garçon au lycée. Étouffé par la peur. Jules captura ces moments sur toile, Rédemption blanche. Une série où des figures familiales émergeaient du blanc. Couleurs vives perçant l'opacité. Vendue à une galerie de Rouen. Elles financèrent un fonds pour Élise. Théo, inspiré, intégra une branche caritative à son app, Liens effacés. Aidant les familles queer en crise financière. C'est pour eux, dit-il à Jules. Et pour tous les Théos du monde. Mais le romantisme n'était pas absent. Une nuit d'août. Sous un ciel étoilé troué par la Voie lactée. Théo entraîna Jules sur la plage déserte. Épouse-moi, murmura-t-il. Sortant une bague simple en argent gravée d'un arc-en-ciel discret. Jules, les yeux écarquillés, rit et pleura à la fois. Oui. Mon Parisien fou. Oui. Leur union. Célébrée l'année suivante dans une mairie du Marais entourée d'amis et de la famille repentie. Fut un triomphe discret, Élise en larmes joyeuses. Antoine prononçant un discours maladroit mais sincère. Et Paris. Indifférente. Continuant son ballet éternel. Pourtant. La vie. Cette tragédie en acte. Réservait un dernier twist. En 2020. La pandémie frappa. Confinant Paris dans un silence ouaté. L'app sauva des vieux connexions virtuelles contre l'isolement. Mais Antoine, infecté tôt, lutta contre le virus dans une chambre d'isolement à Pitié-Salpêtrière. Théo veilla via écran. Le cœur déchiré. Tandis qu'Élise priait à ses côtés. Il a changé, dit-elle. Pour toi. Antoine survécut. Amaigri mais transformé. Et de son lit d'hôpital. Il lança, frangin. Ton app. C'est un miracle. Merci d'avoir cru en nous. Le confinement forgea des rituels, dîners virtuels. Où la famille partageait recettes et rires. Jules peignant en live sur Instagram. Théo codant des mises à jour salvatrices. Quand les restrictions levèrent. Ils se réunirent enfin. Enlacés dans l'appartement. Masque tombé littéralement et figurativement. Théo, regardant Jules dormir à ses côtés un matin d'octobre 2021. Sut que la défaite avalée n'était pas celle de sa famille. Mais la sienne propre contre la haine intérieure. Le pardon, humain et imparfait, était la vraie victoire. Paris, ville des amours impossibles, avait été le théâtre, les acteurs d'une pièce où l'amour gay triomphait. Non par l'argent, mais par l'âme. Les années post-pandémie déroulèrent leur tapis de normalité fragile. Où Paris, cicatrisé mais marqué, reprit son pouls effréné, terrasse bondée de café. File d'attente pour les expos au Louvre. Épril plus vibrante que jamais. Comme si la ville expiait ses silences forcés. Théo et Jules, mariés depuis 2 ans, naviguaient ce renouveau avec une maturité conquise à la sueur de leur lutte. Leur loft à Belleville s'était agrandi un étage supplémentaire pour un atelier partagé. Où les toiles de Jules côtoyaient les écrans de Théo. Symbole d'unions artistiques et technologiques. L'app arc-en-ciel connecté était devenu un géant européen. Valorisé à 50 millions. Avec des bureaux à Berlin et Madrid. Mais Théo refusait les sirènes de la Silicon Valley, mon cœur est ici. Avec toi et cette ville qui nous a vu naître. La famille. Elle fleurissait dans l'ombre de la rédemption. Élise, marchant sans canne grâce à une thérapie acharnée, publia un mémoire anonyme, Lettre à un fils effacé. Un recueil de lettres écrites pendant ses nuits d'insomnie.
mêlant regret et espoir. Vendu à 10 000 exemplaires. Il toucha des milliers de parents homophobes en herbe. Élise devenant une figure discrète des cercles militants. J'écris pour réparer ce que j'ai brisé, confiait-elle lors de signatures dans des librairies queer du Marais. Son sourire timide contrastant avec la force de ses mots. Antoine. En couple stable avec Claire. Transforma l'étude notariale en un cabinet spécialisé dans les droits LGBTQ+, mariage gay. Adoption surrogée. Successions inclusives. C'est ma pénitence, plaisantait-il. Mais ses yeux trahissaient une paix nouvelle. Libéré des fantômes paternels. Pourtant. Sous cette surface lisse. Des fissures persistaient. Comme les veines de la pierre de taille des immeubles haussmanniens. Théo recevait encore des lettres anonymes vestiges d'une France rurale conservatrice. Et Antoine luttait contre des rechutes de doute. Des nuits où l'alcool réveillait l'ancien monstre. Lors d'un barbecue familial à Versailles. Dans le jardin loué pour l'anniversaire d'Élise. La tension remonta. Claire, enceinte de leur premier enfant via PMA. Taquina Antoine sur son coming out tardif. Et il explosa, facile pour toi de juger. J'ai perdu 10 ans à me haïr pour plaire à un mort. Le silence tomba. Lourd comme un orage d'été. Et Théo, sentant le passé ressurgir, posa son verre. On a tous perdu des années. Antoine. Mais regarde autour, on les rattrape. Jules, maître des gestes salvateurs, proposa un toast à nos défaites avalées. Qui nous ont rendus plus forts. Les rires revinrent. Timides. Et la soirée se poursuivit avec des danses maladroites sur de la musique des années 80. Élise valsant avec Théo comme au bal des débutantes qu'elle n'avait jamais eues. Ce soir-là. Rentrant à Paris en train. Théo confia à Jules, c'est épuisant. Cette danse sur le fil. Mais pour eux. Pour nous. Ça vaut le coup. Jules. La tête sur son épaule. Murmura, l'amour est une valse éternelle. Mon amour. On trébuche. On rit. On continue. Le vrai climax familial survint en 2023. Quand Théo décida d'étendre l'Empire, une fondation Héritage Arc-en-Ciel. Dotée de 2 millions issus de ses royalties. Pour financer des thérapies familiales queer à travers l'Europe. Il invita la famille à l'inauguration. Dans un hôtel particulier du 7e arrondissement prêté par un mécène. Élise fut l'invitée d'honneur. Lisant un extrait de son livre devant 200 personnes auparavant. Activiste. Survivant d'effacement. Sa voix. Claire malgré les séquelles. Trembla sur ces mots, j'ai effacé mon fils d'un geste lâche. Aujourd'hui. Je l'inscris dans l'histoire. Les applaudissements furent un tonnerre. Et Antoine. Aux premières loges. Pleura ouvertement. Claire serrant sa main. Mais la trahison. Ce fantôme tenace. Frappa par surprise. Quelques semaines plus tard. Théo découvrit que l'un de ses employés, un cousin éloigné d'Antoine, embauché par népotisme, avait leaké des données utilisateurs sensibles sur le dark web, exposant des milliers de profils queer à des risques. L'enquête mena à Antoine, non directement coupable, mais négligent, ayant recommandé le traître sans vérification. C'était une erreur. Pour aider la famille, se défendit-il lors d'une confrontation orageuse dans un café du Palais Royal. La pluie martelant les vitres comme un cœur grec. Théo. Le cœur fendu. Hurla, toujours la famille d'abord. Tu m'effaces encore. Antoine. Avec ta maladresse toxique. La rupture fut brutale, Théo coupa les ponts. Gelant les fonds de la fondation temporairement. Et Jules, furieux, refusa de voir clair. Élise, médiatrice usée, organisa une retraite à la campagne.
dans un monastère reconverti en centre bien-être près d'Avignon. Là, sous les cyprès centenaires et les champs de cigales, la famille se dénudait non physiquement, mais émotionnellement. Antoine avoua sa peur panique de la ruine totale. Son cousin un bouc émissaire pour ses insécurités. Je te jalouse toujours, Théo. Ton succès sans compromis. Théo, marchant seul dans les vignes, pleura pour la première fois depuis l'hôpital, et moi. Je te plains. Car tu portes encore les chaînes que j'ai brisées. La réconciliation fut laborieuse. Scellé par un pacte, Antoine démissionna de l'étude, rejoignant la fondation comme consultant bénévole. Sous surveillance stricte. Le leak fut colmaté. Des poursuites lancées. Et l'app renforcée par une IA de sécurité que Théo coda lui-même. Nuit blanche rythmée par le ronflement paisible de Jules. Tu es mon hacker de cœur, plaisanta Jules en l'embrassant. Et Théo rit, sentant la cicatrice se refermer. Parallèlement, leur amour s'enrichissait de routines profondes, voyage à Lisbonne pour des expos de Jules. Coding session partagée où Théo apprenait la peinture et Jules le python. Et des soirées intimes avec des vins d'Alsace et des films de Wong Kar-wai. Où ils se blottissaient. Nus et vulnérables. Une nuit. Après une énième crise mineure, un retard de Théo pour un dîner. Jules murmura, et si on adoptait? Pas pour combler, mais pour donner. Théo, surpris, visualisa un enfant aux yeux verts comme Jules, apprenant le français parisien et l'anglais brooklynien. Oui. Pour perpétuer ce qu'on a conquis. La famille embrassa l'idée, Élise tricota déjà un layette. Antoine promit d'être l'oncle cool mais pas trop. L'adoption. Via une agence spécialisée. Fut un marathon, entretien. Paperasse. Jugements moraux sur leur union gay. Mais en 2025. Sous un ciel de mai bleu azur. Ils accueillirent Léo, un garçon de 5 ans. Orphelin d'une famille effacée par la maladie. Dans leur loft fleuri de ballons. Bienvenue. Petit arc-en-ciel, dit Théo, le serrant contre lui. Tandis que Jules photographiait. Larmes aux yeux. Ce jour-là. La famille entière défila, Élise avec un gâteau maison. Antoine et Claire portant des jouets. Pas de couteau. Pas de silence, juste des rires. Des câlins maladroits. Et un pique-nique sur la scène où Léo courait. Libre. Théo, regardant Jules jouer avec l'enfant, sut que la défaite était avalée pour de bon. L'homophobie familiale. Ce monstre aux 1000 têtes avait été décapité non par l'argent, mais par le temps, le pardon et l'amour inlassable. Paris. Témoin éternel. Scintiller au loin. Ces lumières à rappel, les histoires queer ne finissent pas en tragédie, mais en humanité reconquise. Léo apporta dans le loft de Belleville un chaos joyeux. Comme une explosion de confettis dans une équation parfaitement codée. À 5 ans. Avec ses boucles brunes héritées d'un père inconnu et ses yeux curieux comme ceux de Jules. Il transformait l'atelier en champ de bataille, pinceau comme épée. Toile comme bouclier. Et les algorithmes de Théo en puzzle bricolés avec des Legos. Papa Théo. Pourquoi les ordinateurs aiment pas les garçons, demanda-t-il un matin. Mâchonnant un croissant au beurre. Et Théo, le cœur gonflé, répondit, ils aiment tout le monde. Fiston. C'est nous qui leur apprenons l'amour. Jules, riant depuis la cuisine, ajouta, et les garçons comme toi. Il hack le monde entier. La parentalité queer à Paris était un art délicat. Mêlant bureaucratie bienveillante et regard en coin des instituteurs traditionnalistes. Théo et Jules naviguèrent cela avec une équipe solide, Élise. Grand-mère gâteau qui contait des histoires de fées parisiennes à Léo. L'emmenant au jardin d'acclimatation pour des balades en poney. Antoine. Oncle maladroit.
l'initia au foot dans le parc des Buttes-Chaumont, tripotant nerveusement son sifflet tandis que Claire, enceinte de 6 mois, applaudissait depuis un banc. « T'es un père génial. Frangin, dit un jour Antoine à Théo. Après une après-midi pluvieuse où Léo avait barbouillé son costume d'arc-en-ciel en peinture. Mieux que moi je ne l'ai été de frère. Ces moments tissaient un filet de sécurité. Mais les ombres du passé rôdaient encore. En novembre 2025, 5 ans jour pour jour après l'effacement originel. Un scandale éclata, un tabloïd People. Paris Match publia un dossier sensationnel sur la dynastie Gay, de l'héritage volé aux millions rachetés. Photos volées de la soirée de réconciliation. Interviews anonymes, soupçonnées d'être d'un ex-employé rancunier. Et spéculations sur l'empire bâti sur le chantage familial. Les réseaux s'enflammèrent, soutien massif des communautés queer. Mais aussi une vague de NEPD qui achète le pardon. Honte à la France. Forçant Théo à engager des avocats pour diffamation. La crise culmina lors d'une interview live sur CNews, où un animateur populiste invita Antoine comme témoin de la famille martyrisée. Pris au piège. Antoine balbutia, mon frère nous a sauvés. Sans lui, on était ruinés. Mais l'animateur tordit les mots, donc. L'homosexualité paie? Un chèque pour laver les péchés? Théo, regardant depuis le loft, sentit la rage remonter, cette même rage qui l'avait propulsé vers les $5. Il coupa l'émission. Appela Antoine, ne te laisse pas instrumentaliser. Reviens à la vérité. Antoine. Brisé. Admis, j'ai peur que tout s'effondre encore. Que Léo grandisse dans ce monde qui nous juge. Théo organisa une contre-attaque, une conférence de presse dans les locaux de l'AP. Retransmise en live sur toutes les plateformes queer. Entouré de Jules tenant Léo sur ses genoux. d'Élise à sa droite. D'Antoine et Claire à sa gauche. Il parla sans filtre. Ma famille m'a effacé pour qui j'aime. J'ai reconquis ma place non par vengeance, mais par amour pour Jules. Pour mon fils. Pour eux. Les $5 n'étaient pas un achat, c'était un pont vers l'humanité. Élise ajouta. Voix ferme, j'ai été la mère homophobe. Aujourd'hui. Je suis fier de mon fils gay. Antoine. Larmes aux yeux. Conclut, j'ai trahi. J'ai douté. Mais Théo m'a appris le pardon. Pour nous tous. La presse vira, articles élogieux dans le Figaro et Télérama. Un docu-série Netflix en gestation. Mais le vrai cadeau fut intime, cette nuit-là. La famille dîna chez Théo. Léo endormit tôt. Et ils burent à la santé des effacés ressuscités. Antoine confia son projet, écrire un livre sur sa bisexualité tardive. Dédié à Théo. Élise promit des voyages avec Léo en Provence. Pour goûter les racines sans les chênes. Jules et Théo. Enfin seuls. Firent l'amour avec une urgence douce. Leur corps familier comme les rues de Paris. On a gagné, murmura Théo, traçant des cercles sur le dos de Jules. Pas l'argent. Nous. Jules, embrassant sa tempe, répondit, et on continue. Pour Léo. Pour l'infini. Des années plus tard. En 2030. Théo au quarantenaire grisonnant. PDG respecté a reçu une lettre de l'ancien notaire. Son père spectral. Non. C'était une métaphore, un album photo compilé par Élise. Des clichés de leur vie reconquise. La dernière page, Léo. 10 ans. Tenant une pancarte Mon papa gay est un héros. Lors d'une Pride où la famille marchait ensemble. Drapeau au vent. Théo referma l'album. Larmes coulant. Et appela Jules de l'autre pièce, viens voir. Ensemble. Ils rirent et pleurèrent. Tandis que Paris. Dehors. Bruissait de 1000 amours secrets.
La défaite était avalée. Digérée. Transformée en force humaniste. Dans cette ville des Lumières. L'amour gay n'était plus une ombre. Mais un phare guidant non seulement Théo et les siens, mais des générations vers une tendresse sans condition. Et ainsi s'achève cette saga parisienne. Non en apothéose tragique, mais en épilogue humaniste, car l'amour, vrai et défendu, rachète tout, même les effacements les plus profonds.